Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il sera question de Us, second film de Jordan Peele, pour lequel j'ai pris une claque absolument monumentale hier soir, mais ça je vais y revenir tout à l'heure. N'ayant pas trop le temps d'ailleurs de passage de faire des vidéos si vous voulez critiques en bonne et due forme, parce que j'ai peu de temps actuellement. Je vous fais ça parce que j'avais envie de vous en parler, comme ça, pépouze, au calme, façon podcast audio, donc installez-vous confortablement, faites autre chose si vous voulez en attendant. L'idée voilà, c'est vraiment de faire ça tranquille. Un peu genre critique à chaud, même si je suis pas trop critique à chaud par définition, mais je trouve que le film est suffisamment ludique, suffisamment participatif pour pouvoir amener plein de propositions, d'interprétations autant narratives que symboliques. Donc n'hésitez pas justement vous à partager par le biais des commentaires justement vos interprétations à vous, qu'elles soient encore une fois narratives ou symboliques, pour pouvoir justement, on va dire enrichir le dialogue, enrichir l'échange, enrichir le débat, puisque c'est un film qui justement cherche à enrichir le dialogue, le débat, l'échange. Donc très rapidement, avant de travailler sur le film en tant que tel, je vais revenir sur le réalisateur. Jordan Peele, c'est un type particulièrement intéressant, qui vient de la comédie à la base, puisqu'il fait du stand-up. Il y a un programme à télévision, américaine, il me semble sur Comédie Centrale, avec son pote qui s'appelle Key & Peele. Donc il vient de l'humour à l'origine, chose qui va injecter énormément, de manière extrêmement habile, dans Get Out, son premier film en 2017, ainsi que dans Us, ce qui n'en fait pas pour autant, pour revenir sur Get Out, que Get Out est une comédie, comme elle avait été nominée d'ailleurs au Golden Globe dans la catégorie comédie. C'est une erreur monumentale, c'est un vrai film d'horreur, en la mesure où c'est un pur film qui va essayer de te foutre mal à l'aise, qui va essayer de te triturer là où se fait mal, qui va essayer de titiller ce qui est douloureux. Je rappelle quand même, c'est important me semble-t-il, que le cinéma d'horreur n'a pas pour vocation de faire peur. Si un film d'horreur ne vous a pas fait peur, c'est pas pour autant que c'est un mauvais film d'horreur. Le film d'horreur, il doit te triturer, si tu veux, à l'endroit où ça va te déstabiliser, il doit te toucher moralement, il doit inverser les valeurs, il doit faire ressortir l'abject dans la civilisation. Donc absolument pas forcément te faire peur. Bien sûr, un film d'horreur peut faire peur, mais ce n'est pas une nécessité. La peur est beaucoup plus l'apanage, si vous voulez, du cinéma fantastique, qui lui de son côté va travailler sur l'inquiétante étrangeté. Justement, l'inquiétante étrangeté, c'est quelque chose que va utiliser très régulièrement Jordan Peele dans ses deux films, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, Get Out était un pur film d'horreur qui était extrêmement intéressant, notamment sa manière de traiter du racisme. Il le faisait de manière assez inédite, de manière assez vicieuse, assez pernicieuse et assez ironique. L'idée c'était quand même, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est de pas montrer une sorte de racisme exagéré, qui le, si vous voulez, qu'il ferait venir d'une autre époque, on se dirait oui, c'est raciste mais c'est plus comme ça maintenant. Oui, mais c'est peut-être pire dans une certaine mesure, ou en tout cas plus pernicieux, encore une fois plus vicieux, puisque le racisme il le faisait intervenir dans des micro-agressions, c'est-à-dire que c'était sous couvert d'une certaine tolérance, en réalité le racisme contaminait toutes ces choses-là. Donc vous avez cette séquence qui était géniale de la Garden Party, où vous aviez tous ces personnages qui gravitaient autour de Chris, et qui lui faisaient des tas de compliments sur des préjugés raciaux que je trouve absolument dégueulasses. Et c'est ça qui était très raciste, c'est ça qui fait que le racisme actuellement est vicieux, et peut-être moins visible, mais c'est justement parce qu'il est moins visible qu'il est absolument terrifiant et qu'il faut absolument se rendre compte que tout ça, voilà, c'est une impression. C'est du politiquement correct de dire que le racisme n'existe plus ou beaucoup moins, il est toujours extrêmement présent, extrêmement ancré, et il devient, même si vous voulez, extrêmement, pour le coup, très décomplexé, et c'est ça que dénonçait le film de Jordan Peele. Et c'était cette force-là aussi, c'était d'intégrer, de te faire t'identifier à un individu qui est une minorité. Là c'était afro-américaine, mais si tu veux, n'importe quelle minorité pouvait rentrer dans ce truc-là, et d'être, si vous voulez, cerné de toutes parts, oppressé par une majorité oppressive par définition, et qui est là pour écraser la minorité, lui montrer combien elle est minoritaire, lui montrer combien sa minorité elle est due à sa différence. Et ça c'est absolument terrifiant, et c'est ce qui faisait que le film marchait à mort. Je vais pas rentrer trop dans Get Out, c'était pour dire que c'était pour moi une grosse claque, c'était un film nécessaire, il faut des films comme ça, il faut des films qui te foutent mal à l'aise, il faut des films qui te mettent dans une situation où tu te dis putain ça peut pas continuer comme ça, et Get Out le faisait merveilleusement bien, tout en ayant cette légèreté, cet humour, cette note d'espoir, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même deux fins, une fin alternative à Get Out qui était beaucoup plus sombre que celle que vous avez vue au cinéma, mais que justement Jordan Peele a préféré laisser de côté pour arriver quand même à une note d'espoir sur la fin, et terminer justement sur cette blague, qui est finalement pas tant une blague en tant que telle, parce que si vous voulez, ça dénote complètement du côté du discours extrêmement sombre qu'il précédait, donc ça le rendait encore plus sombre, ça crée encore un plus fort contraste, un petit peu comme la blague finale que vous avez dans Hostel 2 de Eli Roth, qui n'était pas une blague, ou qui en était une, mais qui créait une sorte de contraste, qui creusait le fossé entre le désespoir profond qu'on te met dans un premier temps, et cette note d'humour terminale, cette note d'humour finale.
Donc voilà, je m'arrête sur Get Out. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo dessus parce que je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, venons-en à Us. Alors, Us, qu'est-ce que ça raconte? Très simplement, alors c'est un home invasion, matinée de slasher. Alors c'est aussi, si vous voulez, une relecture de la 4ème dimension, une variation, si vous voulez, sur la 4ème dimension. Ça pourrait très bien faire office d'un épisode de la 4ème dimension. On est parfaitement là-dedans. D'ailleurs, Jordan Peele prépare une série qui serait une sorte de reboot de la 4ème dimension. Donc finalement, c'est totalement en adéquation, tellement pertinent, totalement cohérent dans sa carrière. Donc ça raconte l'histoire d'une famille qui va se retrouver dans la maison de jeunesse de la mère, puisqu'il y a 2 enfants, donc et les parents. On se retrouve dans cette maison-là, qui est à côté de la plage de Santa Cruz. Alors qu'ils vont aller passer un après-midi, donc ils sont en vacances avec des amis blancs. C'est important aussi le côté, donc ces familles afro-américaines, c'est vrai que j'ai pas précisé, et c'est important justement dans la relation qu'il va y avoir entre ces 2 familles-là. Je trouve que c'est nécessaire quand même là. Fallait pas attendre de Jordan Peele un 2e film qui traite de la notion de racisme, justement, il ne tourne pas en rond, mais ces problèmes-là, ils vont apparaître. C'est-à-dire que vous avez un projet global, vous avez un discours global, mais ça et là, Jordan Peele se permet plein de petites réflexions qui vont, ne serait-ce que si vous voulez, servir à bâtir, à construire encore plus sa réflexion générale. C'est ça qui est absolument génial dans le film, qui crée une sorte de solidité, de cohérence absolue dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc cette famille rentre chez elle le soir. Alors il y a tout un traumatisme avec la mère justement qui a du mal à aller sur cette plage parce que petite, et c'est ça qu'on verra en introduction, elle a vécu une sorte de trauma très étrange, absolument terrifiant pour une enfant, sur la plage de Santa Cruz dans le cadre d'une fête foraine. Ils rentrent chez eux donc, et vont se retrouver à la nuit tombée, confrontés à une famille qui fait, si vous voulez, qui est en train de se tenir les mains dans leur allée devant chez eux, sans mouvement. Et à partir de là, on va leur demander de partir à cette famille, et la famille va devenir, la famille en face, va devenir très agressive. Et ils vont se rendre compte que finalement, cette famille, eh bien, c'est eux. Exactement la même manière, exactement les mêmes visages, exactement, c'est eux. C'est nous, us. Et à partir de là, que va-t-il se passer? Ils vont essayer de survivre à cette famille, à ces doppelgangers, pour vraiment citer la mythologie dans laquelle s'inscrit le film, qui vont les poursuivre, les traquer, etc. etc. Et j'essaie de peu vous en dire, parce qu'il y a pas mal de retournements de situation, de rebondissements qui sont, je trouve, extrêmement bien trouvés, et qui émotionnellement fonctionnent bien, parce que au-delà de toute interprétation, je pense que je vois beaucoup de gens, beaucoup interpréter le film. Donc, je pense qu'avant d'interpréter un film, il faut aussi le vivre. Et Us, c'est aussi un film qui se vit, c'est une pure expérience. Encore une fois, c'est un putain de film de genre qui est vecteur avant tout d'émotions extrêmement fortes. Ça te tape dans les tripes, qui sont simplement justement véhiculées par une putain de mise en scène qui est juste absolument dingue, et qui justement marque une vraie patte, si vous voulez, même assoit très fortement une patte Jordan Peele. Et ça, c'est super cool. Donc, avant de vous poser 15 000 questions, vous pourriez d'ailleurs vous arrêter là dans le podcast. Moi, je vais venir après sur l'analyse. Mais on pourrait très bien, et il faudrait, je pense, c'est même nécessaire, apprécier les films avant de les rationaliser. Les rationaliser, oui, c'est pour les critiques. Les rationaliser, oui, c'est pour ceux qui analysent, certes. Mais ne rationalisez pas tout. Allez voir des films et vivez-les avant tout. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça me paraît très important. C'est du genre. Et le genre, c'est un cinéma de l'émotion avant tout. Alors vous pouvez me dire, c'est aussi du cinéma d'auteur dans une certaine mesure. Jordan Peele est un auteur, il y a des vraies constantes dans son cinéma, même au-delà au bout de 2 films, c'est quand même très fort. Vous pouvez vous dire en voyant Jordan Peele que c'est un Jordan Peele, je pense que ça y est, maintenant c'est posé, c'est clair. Mais voilà, vivez un film avant tout, vivez un film de genre et ne le réfléchissez pas trop. Je pense que parfois c'est une erreur de vouloir trop les réfléchir et de ne pas profiter de l'histoire qu'on vous raconte. Parfois, si vous voulez, plutôt que de vous taper directement dans la raison, de vous poser des questions rationnelles, qui vont définitivement pouvoir vous bloquer sur un film parce que c'est trop rationnel, trop intellectuel. Mieux vaut prendre ça dans le bide, dans les tripes, et parfois des questionnements vous germer. Le film du discours, ce qui vous impose un discours en général pour dire c'est ça qu'il faut penser, sont des films qui sont finalement assez stériles. Ça veut pas dire que leurs discours ne sont pas pertinents, mais c'est des films qui sont stériles. Parce qu'ils vous apportent une réponse et on te demande grossièrement d'adhérer à cette réponse-là, ce discours-là. Le cinéma de genre a plutôt vocation à vous susciter des émotions qui vous amènent à vous poser des questions. Et qui vous amène à forger vos propres réponses à ces questions. Et c'est purement ce qui se passe dans le film de Jordan Peele. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement riche et qu'il vous demande justement de vous-même explorer ce film-là pour pouvoir en tirer ce que vous avez envie d'en tirer, ce que vous ressentez qu'il faut en tirer. Voilà, j'y reviendrai donc un petit peu plus tard. Et maintenant, venons-en à quelques éléments purement, si vous voulez, d'analyse. Donc tout d'abord, quelques constantes du point de vue de la mise en scène, de la forme. Alors vous retrouvez en fait grossièrement, si vous voulez, tout ce qu'on avait trouvé dans Get Out, sur la question, si vous voulez, de l'inquiétante étrangeté. Je résiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire que la tension, Jordan Peele l'a construit par ce biais-là. Alors dans le film, c'est très bien travaillé, différemment, si vous voulez, dans une certaine mesure que Get Out, parce qu'on retrouve pas les mêmes, si vous voulez, les mêmes motifs que dans Get Out, mais vous retrouvez la même manière de travailler
notamment sur le cadre, sur la manière de structurer un cadre et de créer à l'intérieur du cadre des éléments qui vont, si vous voulez, trancher dans le cadre, rendre le cadre étrange quand bien même il témoigne d'un certain quotidien. Donc c'est de manière très très simple. Alors là pour le coup dans le film c'est très très clair, justement vu qu'on joue sur le double, c'est beaucoup de cadres qui sont dans une certaine mesure extrêmement symétriques, mais vous allez voir un élément, deux petits éléments qui vont casser cette symétrie là. Et c'est ce qui va rendre le truc finalement harmonieux, et vous allez sentir qu'il y a un truc de bizarre qui fait que ce cadre n'est pas totalement très bien structuré, qui fait qu'il y a un endroit où il y a un déséquilibre, et c'est ça qui rend les choses assez gênantes. Et c'est intéressant parce que là pour le coup la forme elle est parfaitement en cohérence avec le fond, puisque ça raconte l'histoire de double, ça raconte l'histoire de double qui sont différents, dérangeants parce qu'ils font peur, exactement comme dans vos cadres, vous avez tout qui est bien structuré en double de manière symétrique, mais dans lequel vous allez avoir un petit truc différent qui fait que ça vous dérange, et c'est ça l'inquiétante étrangeté. Chez Freud, l'inquiétante étrangeté, c'est l'idée de dire je pars d'un, c'est la base du fantastique, hein, je pars d'un quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement habituel, d'extrêmement coutumier, et je vais m'amuser à l'intérieur de ces éléments coutumiers, habituels, pour lequel je n'ai aucun doute parce que c'est le quotidien, celui que je vois tous les jours. Je vais introduire un tout petit élément qui va venir court-circuiter la machine si bien huilée, et puis à partir de là, c'est ça qui va créer si vous voulez, le malaise, le dérangement, l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, qui est étrange. Donc là, il le joue dans le cadre, hein, il joue sur le fait, et si vous voulez, le motif principal qu'il va utiliser, c'est la coïncidence, ce qui n'était pas le cas en fait dans Get Out, il utilisait d'autres éléments. Il utilisait pas mal d'éléments, notamment, alors qu'on retrouve aussi dans Us sur les comportements des personnages, qui sont des comportements qui sont normaux, mais pas totalement normaux. Il y a une manière de fixer du regard, il y a une manière de sourire qui est pas normale, il y a une voix qui est étrange, il y a une manière de se déplacer, c'est ce qu'il va utiliser, on va dire, pour le travail du corps. Et dans une certaine mesure, moi j'aurais tendance à dire que Us est aussi un body horror dans une certaine mesure, peut-être moins radical qu'un Cronenberg ou je ne sais pas, qu'un Brian Yuzna ou autre, mais c'est du body horror quand même, ça travaille sur le corps, sur la manière dont on se meut, et en quoi la manière dont on se meut, s'il est un tout petit peu biaisé, elle peut paraître extrêmement dérangeante. C'est comme ça qu'il va figurer justement les doppelgangers, par leur manière de se déplacer, entre autres, et de s'exprimer, et autres, et autres. Donc là qui est entanché, c'est ça, c'est je vais faire gripper la machine un tout petit peu avec un petit élément qui est totalement, quasiment anodin, insignifiant. Alors c'était l'exemple qui est qui a été le plus répété, mais que je trouve très intéressant, et qui est d'ailleurs clairement dit dans le film, avec ce frisbee qui va tomber sur une nappe, je crois, ou sur un drap, sur lequel il y a des ronds, et le frisbee rentre parfaitement dans le rond. Vous avez cette répétition continuelle du chiffre 11, alors qu'il y a une raison narrative aussi, mais qui crée justement cette idée des coïncidences d'un réel que je connais, dans lequel moi il peut m'arriver de vivre des coïncidences comme ça, qui sont étranges, mais là justement en posant l'idée que ces coïncidences vont s'enchaîner, s'amonceler, et créer une sorte, à force d'avoir plein de coïncidences, mais ben oui, c'est plus de la coïncidence tellement il y en a. Donc ça crée cette impression de choses que tu as déjà vécues, c'est ça la base du fantastique encore une fois. L'idée du fantastique, c'est pour que tu puisses rentrer dedans, on va partir de quelque chose que tu connais, et faire jaillir le fantastique de ce quotidien finalement extrêmement répétitif, extrêmement mécanique, extrêmement systématique. Et là c'est exactement ça, vous avez un quotidien extrêmement systématique, bien huilé, dans lequel on va faire gripper quelque chose, on va mettre un grain de sable, parce que c'est vraiment aussi minime que ça, qui va tout faire partir en branle, et qui fait que tu vas dire putain il y a un truc qui se passe pas bien, il y a un truc bizarre et c'est étrange, et ça suscite une vraie tension. Et Jordan Peele, de manière extrêmement intelligente, arrive à insinuer progressivement, avec vice, cette inquiétante étrangeté. Il va renforcer ça justement dans le face-à-face entre la famille et leur doppelganger, donc ce que je vous disais, hein, qui est pareil, de manière, c'est très clair aussi dans le film, on va jouer sur la différence, la manière dont on va se déplacer, dont on va se mouvoir dans notre corps, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une dimension body horror si vous voulez, dans la mesure où on va travailler le corps comme émanation, si vous voulez, de ce qu'il y a dans l'âme, de l'âme des personnages, c'est aussi ça. Après vous avez tout un questionnement sur ce que c'est qu'être, qu'est-ce que c'est, je suis, c'est quoi le je en tant que tel, est-ce que le je ce n'est qu'une âme, est-ce que le je transparaît en tant qu'âme sur le corps, etc. Donc vous avez toute cette idée là aussi, où ces mauvais doppelgangers, ces mauvais jumeaux, si vous prenez cette idée-là, ont une âme mauvaise et ça se retrouve, ça transparaît sur leur corps dans une certaine mesure, tout en considérant que c'est le miroir des personnages principaux aussi. Donc finalement, ils sont nous, pour revenir à eux aussi, vous avez tous ce fond-là idée, d'accepter, de voir, si vous voulez, le mal en soi aussi, faire face au mal qu'on a en soi, faire face à la peur qu'on peut avoir de nous-mêmes. Donc tout ça, si vous voulez, vous avez tous ces questionnements métaphysiques qui sont aussi disséminés ça et là, mais qui justement ont comme même base cette inquiétante étrangeté. Et ça c'est forcément renforcé donc, dans les mouvements du corps, avec notamment les mouvements de l'enfant qui sont extrêmement du petit garçon des doppelgangers, avec son masque. Donc il y a un masque aussi assez étrange, et qui va justement marcher avec des mouvements extrêmement accélérés, saccadés,
Ils poussent des cris, ils ne parlent pas ou très peu, et dès lors qu'ils parlent, ils ont du mal à parler, ils s'expriment mal, donc vous avez une sorte de voix venue des tréfonds de l'enfer qui sort de leur bouche, alors principalement justement pour la mère, parce que c'est elle qui parle, les autres poussent des cris, donc il y a quelque chose aussi de... Si vous voulez, on pourrait très bien, quand on parle de l'abject, je rappelle ce que c'est que l'abject en psychanalyse, c'est l'émanation de ce qui faisait ce que nous étions avant que la civilisation vienne mettre du vernis par-dessus. Donc c'est l'animal, grossièrement. Et les personnages, la famille face à laquelle ils sont, c'est aussi leur part animale, leur part primaire, leur part pulsionnelle que vous retrouvez ici. Donc c'est vachement intéressant. D'ailleurs, quand on explore à la fin le lieu d'où ils viennent, pour rester flou, il y a quelque chose de très très animal dans ce qui se passe. Pour revenir aux animaux, d'ailleurs, j'en profite aussi parce que c'est une question qui a été beaucoup soulevée sur la question des lapins, de la récurrence des lapins. Vous avez un plan séquence pour ouvrir le film sur des cages à lapins. Alors c'est bien parce que c'est intéressant, ce motif-là, il a plein de sens. Alors il a un sens, si vous voulez, de base, qui est de dire que dans le lieu où sont les doppelgangers, c'est des animaux qui se reproduisent très vite, donc c'est très facile de sourire avec. Donc naturellement, si vous en avez toujours, c'est les animaux les plus simples à faire se reproduire, et donc vous avez toujours de la nourriture. Donc ça, concrètement, ça fonctionne narrativement parlant, ça a sa propre raison narrative. Mais au-delà de ça, le motif du lapin blanc, c'est évidemment Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll, qui est de toute façon posée là, de suivre le lapin blanc, c'est évident. Thématique qui est renforcée justement par l'obsession pour les miroirs, que vous voyez dans toute la séquence d'introduction avec la petite fille. Donc ça c'est superbement cohérent aussi sur les lapins. Alors vous avez aussi cette idée d'animal qui encore une fois se reproduit très très vite, sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Dans les sous-sols du monde, vous savez pas comment il se reproduit, ça se reproduit très très vite, et vous ne contrôlez pas tout ça. Donc vous avez aussi ça, qui peut être aussi, on pourrait faire analogiquement Postila, qui sont des nuisibles aussi, par rapport à ces individus qu'on a laissés dans les sous-sols du monde parce qu'on les considérait comme étant des nuisibles. Donc vous avez toutes ces questions de lutte des classes sur lesquelles je reviendrai après. Bref, le motif du lapin blanc, il est extrêmement, autant mythologiquement que narrativement que symboliquement, il a un poids très très fort, et c'est ça qui est très intéressant. Puis ça crée aussi, c'est intéressant, ça crée une sorte de décalage aussi entre ce côté extrêmement mignon et la brutalité du film, de manière très très simple. Vous avez une vraie dichotomie qui est créée par ce biais-là. Dès lors, une fois qu'on a vu cette idée-là, justement, et pour faire le pont avec les lapins dont je vous parlais il y a quelques secondes, venons-en à ce qui pour moi me paraît intéressant, dans lequel vous pouvez mettre n'importe quoi en fait, parce que j'ai entendu plein de gens parler de religion, parler de la société de consommation, parler de la lutte des classes, etc., sur lequel je reviendrai après, parce que pour moi je trouve que c'est le truc le plus intéressant à ce niveau-là. Moi je pense qu'on pourrait très bien rapprocher le film de la dialectique du maître et de l'esclave qu'on trouve chez Hegel, alors qui est au-delà de la philosophie extrêmement connue de manière générale. L'idée c'est de poser, si vous voulez, le mécanisme social sur cette relation de dominant-dominé, les maîtres et les esclaves. Les maîtres par définition dispensent des ordres aux esclaves, les esclaves vont le faire, c'est-à-dire que par définition le maître refuse l'humanité à l'esclave parce qu'il le condamne à ne pas être libre, et l'esclave, grossièrement, parce qu'il va mourir, parce qu'il est condamné par le maître, parce qu'il est menacé par le maître de mort, va de fait agir tel que le maître lui demande. En agissant, il va développer des capacités, il va apprendre des choses, et il va finalement, progressivement, se rendre compte qu'avec ce qu'il est en train d'apprendre, il peut gagner sa liberté. De fait, là où il a été supprimé, privé de liberté par le maître, il est en train progressivement de la gagner. Et de fait, le maître, lui, ne gagne rien du tout parce qu'il ne fait rien, il ne fait que déléguer, et en déléguant, de fait, il devient dépendant de l'esclave et des capacités de l'esclave. Donc vous avez une sorte de mouvement d'inversion qui se fait, c'est l'idée dialectique. Le maître, de fait, va se retrouver dépendant de l'esclave, qui lui gagne progressivement sa liberté, et donc, de fait, le maître est l'esclave de l'esclave, ou l'inverse, l'esclave est le maître du maître. L'idée c'est relativement simple, et c'est un motif philosophique, mais qui va au-delà de la philo, et là vous avez exactement ça, pour traiter de la relation entre les familles, je vais dire entre guillemets normales, et leur doppelganger. Alors j'essaie de rester en fond, l'idée c'est pas de vous spoiler le film justement, mais je pense que le final, qui est pour certains apparu extrêmement compliqué à comprendre, et c'est-à-dire c'est absurde, peut-être que dans une certaine mesure, mais en même temps vous l'acceptez, ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité dans un premier temps. La fin, certes, elle a des zones d'ombre, ou plutôt si vous voulez, à des frontières qui sont assez floues, mais c'est pas grave, ça c'est pas important. Encore une fois, d'un point de vue diégétique, c'est génial, parce que ce que je vous disais sur Mandy, moi ça me donne envie d'aller explorer cet univers, ça me donne envie de laisser mon imaginaire combler les trous. C'est ça que j'ai envie, et c'est ça qui me plaît dans ce film. Moi j'en ai marre qu'on rationalise systématiquement les films, j'en ai marre qu'on ait l'impression qu'il faut que tout soit parfaitement tracé. Non, il faut pas. D'un point de vue autant narratif que réflexif, je m'en fous, il faut me laisser de la place, il faut me laisser, encore une fois, c'est ça la force de Us, c'est qu'il me laisse la place à moi spectateur pour réfléchir, pour parcourir l'imaginaire, donc c'est pas un problème. Par contre, métaphoriquement, je trouve que cette fin-là, finalement, elle fonctionne très bien avec l'idée de la dialectique du maître et de l'esclave, où finalement, sans rentrer en détail sur la fin,
les doppelgangers, qu'on pourrait considérer à l'origine comme étant les esclaves, alors ça on sait pas vraiment d'où ça vient, mais de ceux qui sont en haut, deviennent en réalité les maîtres de ceux qui sont en haut. Et les esclaves, ceux qui étaient considérés comme les maîtres en haut, deviennent les esclaves des esclaves. Et vous avez ce jeu de retournement, de continuité, d'avancement par le biais de ce renversement continuel des valeurs. Et ça, je trouve que c'est génial, et ça ramène de fait indéniablement, et je fais un petit coucou à Nico parce que je pense que ça lui parlera vu qu'il me parlait de Marx. Moi, il est évident que ça me ramène à la question de la lutte des classes, et à la critique de la société américaine de manière générale, de la société de consommation. Vous avez totalement si vous voulez, cette compétition entre le père de famille, je ne me rappelle plus son nom, je dis Wilson Duke, mais je crois que c'est ça, donc le père afro-américain et son pote blanc, qui vont complètement se poser en compétition sur la question de la voiture, t'as une meilleure voiture que la mienne, etc. Sachant que vous avez tout cet élément-là quand même sur la condition afro-américaine, on sent que le père trime à bosser et qu'il est super content de pouvoir s'offrir sa bagnole, mais qu'à côté t'as un blanc qui de fait trime moins parce qu'il est blanc et qui de fait peut s'offrir plus de choses mais sans beaucoup d'efforts de manière générale, alors que le père lui est trop content d'avoir son bateau et tout, qui se bat pour justement avoir un salaire moyen et correct, s'offrir des vacances avec sa famille, etc. Et de l'autre côté, cette famille, d'ailleurs qui est complètement... qui fonctionne pas, c'est-à-dire que vous avez une famille très aimante du côté de la famille afro-américaine, comme quoi l'argent fait pas le bonheur, et de l'autre côté, cette famille de riches blancs, qui eux, le couple a l'air assez lamentable, ils se parlent, le mari et la femme se crachent dessus continuellement, ils arrêtent pas de baver l'un sur l'autre, donc c'est intéressant d'avoir ça. Vous avez cette idée-là de la critique de cette société-là de consommation, le capitalisme de manière générale, et on pourrait très bien, qui est très individualiste, c'est ça, et on pourrait très bien poser la société de doppelganger en bas comme étant plutôt une société, si vous voulez, et ça que je trouve intéressant. Alors, vous avez cette idée du bas et du haut, évidemment, avec les classes dominantes et en dessous, les classes pauvres, ceux qui subissent, ceux qui sont soumis, les esclaves, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, on se rend très vite compte qu'il va y avoir grossièrement une lutte des classes. On pourrait très bien voir le film comme un pur film sur la lutte des classes, avec ces esclaves qui vont se révolter contre leurs oppresseurs de manière extrêmement agressive. Et vous avez vraiment ce lien entre, et que je trouve intéressant, ou ce truc qui est renvoyé dos à dos, entre l'individualisme des personnages principaux, enfin de la société de base. Je parle principalement du couple blanc parce que la famille afro-américaine justement est plutôt liée. Mais vous avez tout cet individualisme en haut. Et en bas, toute cette société qui est plutôt collective, qui est dans la collectivisation, la collectivité, en témoigne justement cette grande chaîne qu'ils font, justement autour du monde, qui montre justement cette don de main, c'est l'idée de faire tout ensemble, de faire tout collectivement, et d'oublier l'individu. D'ailleurs, on se rend très très vite compte qu'il y a peu d'individualité dans ces personnages-là, ce sont des masses. Il y a quelque chose dans une certaine mesure très carpenterien là-dessus, en fait, où un petit peu comme je disais il y a quelques temps d'Halloween et de Michael Myers, où Michael Myers n'est pas un personnage à proprement parler, c'est plutôt une idée, et je pense aussi que c'est exactement la même chose, c'est la manière dont il a travaillé Jordan Peele. Les personnages des doppelgangers sont des idées, ce sont des instances fantastiques, comme dans tout slasher, ils arrivent toujours à rattraper leurs victimes de manière fantastique, parce que c'est pas possible qu'ils les rattrapent à ce moment-là, ils sont toujours là quand il faut qu'ils soient là, et ça c'est pas une incohérence, c'est simplement que ce sont des idées, ce sont des instances fantastiques à proprement parler, ils sont quelque chose de monstrueux, ce sont des monstres, au sens fantastique du terme, donc ils peuvent être là où ils sont, et ils transmettent, ils véhiculent une idée, et ça je trouve c'est très important aussi. Ce sont donc c'est-à-dire qu'ils sont à la fois tout le monde et à la fois personne, et ça c'est important aussi, et c'est ce qui ramène aussi à Michael Myers, qui n'a pas de visage parce qu'il est à la fois tout le monde et personne, il est à la fois rien et tout. Eux ils sont à la fois tout le monde parce qu'ils sont tout le monde de fait, puisqu'ils sont les jumeaux de tout le monde, mais personne parce que personne ne les voit et qu'ils vivent dans l'ombre. Ils vivent comme dans l'ombre, comme étant l'ombre ou dans l'ombre de ceux qui sont en haut. Et vous avez encore une fois tout ce travail avec le miroir aussi, où ils ne sont que le reflet, qui n'a pas le droit de liberté parce qu'il est le reflet, il est l'esclave de ces maîtres-là. Donc voilà, sur plein de choses qu'on peut vraiment traiter, c'est extrêmement large. J'aurais plein de choses à vous dire dessus, mais je me rends compte que ça fait déjà pas mal de temps qu'on en discute, et j'ai envie justement, pour ne pas trop spoiler, de rester comme ça dans quelque chose d'assez vague, mais vous donner simplement des pistes de réflexion sans trop avancer sur la question narrative. Pour revenir à des questions plus, si vous voulez, formelles, vous avez des séquences moi, que je trouve absolument gigantesques, notamment vous avez un duel à la fin entre deux personnages, vous avez une sorte de montage alterné avec des points de montage hyper pointus,
avec une sorte de scène de ballet en même temps. La scène est dingue. Et elle est soutenue en plus, ça c'est important aussi, je voulais vraiment le signaler, par un soundtrack, un score qui est vachement bien, qui mélange modernité et tradition. D'ailleurs c'est comme ça d'ailleurs que je pourrais conclure aussi rapidement sur l'idée de tradition et de modernité. Jordan Peele, c'est un type, moi en plus, qui me plaît particulièrement dans la musique, c'est un vrai réalisateur qui assume pleinement une certaine tradition du fantastique et de l'horreur, et de divers genres qui gravitent autour. En témoigne justement la manière dont il traite ses génériques aussi, qui sont à l'ancienne, si vous voulez, très simples, et c'est ça qui rend ça hyper percutant. Mais en même temps, au-delà de cette tradition-là, il va mélanger avec plein d'éléments modernes. Donc c'est un type qui ne nie pas, qui n'a pas ce côté post-moderne, moi qui a tendance à me gonfler, où on essaie d'être plus moderne que la modernité. Non, lui il s'en fout. Il est très traditionnel, il a un vrai amour, c'est un vrai, je pense, au-delà d'être un artiste, aussi un vrai artisan du fantastique. C'est un type qui connaît ses classiques, qui n'est pas dans la nostalgie putassière de te citer 15 000 trucs, 15 000 références nostalgiques, pas du tout. Lui il est respectueux, déférent, et ça c'est génial. Mais en même temps, à l'intérieur de cette tradition qu'il respecte énormément, pour laquelle il y a énormément d'amour, il va injecter énormément de modernité. Et cette modernité d'ailleurs aussi, elle va se renforcer avec l'idée de l'utilisation de l'humour, que je trouve extrêmement fin, qui vient justement pas casser, parce qu'on aura tendance à considérer qu'il y a une séquence de violence glauque qui peut être sapée par une blague derrière. Non, je pense que l'humour justement renforce la violence, la glauquerie si je puis dire, le malaise dans certaines scènes. Il le renforce, ça qui est bien, c'est que oui, ça te permet de te détendre, mais ça permet de te détendre pour repartir après sur une séquence de tension, donc c'est plutôt agréable. Mais je pense qu'aussi les blagues, à chaque fois, elles sont là aussi, les punchlines, pour renforcer la dramaturgie, la dramatisation, l'horreur des séquences qui les précèdent. Donc voilà, c'est extrêmement riche encore une fois comme film. J'attends avec beaucoup d'impatience tous les futurs projets de Jordan Peele, parce que pour moi c'est déjà quelqu'un de très très grand sur qui il faut compter. Et que ce soit Get Out ou Us, ce seront deux films qui, à mon avis, sont déjà des classiques et qui seront reconnus comme tels avec le temps. J'attends d'ailleurs au passage, parce qu'il me semble, alors je sais pas s'il y a encore au programme, mais il se devait normalement que Jordan Peele réalise un remake de Candyman, adapté donc, de la nouvelle de Clive Barker qui avait été réalisé en 1992 par Bernard Rose, qui était, je pense, un des plus grands films fantastiques des années 90. Autant le remake, en général, c'est pas trop ma came et je vois pas forcément toujours l'intérêt, mais là, si Jordan Peele investit Candyman, ça peut être complètement délicieux et dingue. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce petit, si vous voulez, petit truc à chaud, petit échange à chaud, puisque l'idée c'est que vous puissiez échanger par la suite, vous aura plu. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, puis je vous dis à très très bientôt, certainement pour une vidéo de magie. Je vous fais plein de bisous, surtout allez voir Us, précipitez-vous en salle, vous allez prendre une sacrée claque, je vous le garantis. Et puis surtout, continuez à aller voir des films, et puis kiffez quoi, c'est génial. Bonne soirée à vous, salut!